orateur sera Abdelkarim El Hassan, du même groupe que le précédent. Donc, Université de Lorraine et INRIA, Lorraine. Et ce sera donc sur la détection des lignes d'horizon, de la ligne d'horizon et des points de fuite par apprentissage profond. Et je te passe la parole. Bonjour à tous, je m'appelle Abdelkarim El Hassan, je suis doctorant à l'équipe Tangram à INRIA Nancy. Je travaille sur la supervision de Gilles Simon et Marie-Odile Berger. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon article qui s'appelle Détection de la ligne d'horizon et des points de fuite par apprentissage profond. Et une petite introduction, ma thèse de doctorat fait partie d'un projet qui s'appelle MoveOn entre le laboratoire INRIA Nancy et le laboratoire de recherche en intelligence artificielle en Allemagne. Le but du projet, c'est de construire un système SLAM robuste qui ne base pas seulement sur les points 3D, mais aussi sur des caractéristiques de haut niveau, de type objet, plan et éventuellement la ligne d'horizon et les points de fuite. Le but, c'est de construire un SLAM qui est robuste et aussi pour améliorer la qualité de SLAM. Pour le moment, moi, je continue dans la continuité des travaux de mon équipe Tangram en termes de calcul de pose de caméra. Nous nous concentrons sur la détection de la ligne d'horizon et des points de fuite parce que ça nous donne une information clé pour la détection de pose de caméra. Et puis maintenant, je vous donne une définition d'un point de fuite et de la ligne d'horizon. Pour un modèle caméra sténopée, un point de fuite, c'est un point dans le plan image où la projection 2D des lignes parallèles en monde 3D se croisent. Comme vous pouvez voir ici dans cette image-là à gauche, tous les points qui sont en bleu, toutes les lignes qui sont en bleu sont parallèles au monde 3D, se croisent dans un seul point, qui est le point de fuite associé à cette scène. De la même façon, dans la deuxième figure, on a 3 points de fuite dans cette figure. Le premier point de fuite, c'est un seul point de fuite vertical, c'est toutes les lignes sont en bleu. Puis on a 2 points de fuite, c'est le deuxième type de point de fuite, c'est les points de fuite horizontaux. Le premier, c'est l'intersection de toutes les lignes en vert. Et de la même façon, l'intersection de toutes les lignes en rouge qui est à l'infini. Et la ligne d'horizon, c'est tout simplement la ligne c'est la ligne passante par tous les points horizontaux. Passons maintenant à l'état de l'art. Il existe plusieurs méthodes pour détecter la ligne d'horizon et les points de fuite. Pour le moment, les méthodes les plus dominantes ce sont les méthodes basées sur la détection de lignes. Du coup, c'est tout simplement en utilisant un détecteur de lignes, on fait un clustering de toutes les lignes qui sont détectées dans l'image. Et finalement, on a des points de fuite candidats, par exemple ici comme ici en vert. Et finalement, on utilise un algorithme de raffinement pour raffiner la position des points de fuite. Et la ligne d'horizon, c'est simplement la ligne passante par les points détectés. Maintenant, il y a des chercheurs qui ont essayé d'utiliser des approches plutôt supervisées pour détecter la ligne d'horizon et les points de fuite. Le premier, c'était le travaux de Borgi, où l'idée pour Borgi, c'était de diviser l'image en des cells, ou plutôt une grid n fois n, et puis prédire si le point de fuite est visible dans une case ou pas. L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'un seul point de fuite qui est détecté et doit être à l'intérieur du cadre d'image, du coup parce qu'il divise l'image dans une grille de n fois n. La motivation derrière les méthodes d'apprentissage supervisé, c'est que les propriétés de la scène peuvent donner d'autres informations et non seulement juste les lignes qui sont détectées dans l'image. Et une deuxième chose, c'est le coût de calcul, parce que nous, maintenant, une méthode, par exemple du CNN, elle se base vraiment sur la taille de l'image plutôt que le contenu de l'image, en termes du nombre de lignes qui sont détectées dans l'image. Et finalement, on ne nécessite pas un réglage manuel comme pour les détecteurs de lignes. Et une deuxième partie, c'est que la plupart des méthodes d'apprentissage supervisé, il y a une contrainte sur le nombre des points détectés dans l'image. Par exemple, pour Georgie, il a mis juste un seul point de fuite qui est le plus dominant détecté dans l'image et malheureusement à l'intérieur du cadre d'image, même si ce n'était pas le cas parce que plusieurs points de fuite, surtout les points de fuite horizontaux, on peut les détecter à l'extérieur du cadre de l'image. Deuxième chose, il y a une hypothèse qui dit Manhattan World. Cette hypothèse-là, c'est de détecter au moins 3 points de fuite qui sont mutuellement orthogonaux, un seul point de fuite vertical et 2 points de fuite horizontaux. Et la troisième hypothèse, c'est l'hypothèse qu'on utilise nous, c'est un Atlanta World où on a un seul point de fuite vertical et on a un nombre inconnu de points de fuite horizontaux qui représente la réalité en général, surtout pour les scènes urbaines. Maintenant, pour la formulation du problème, nous, on fait la paramétrisation de la ligne d'horizon, c'est par rapport du slope et l'offset de la ligne.
Et finalement, pour les points de fit, parce que nous, on sait que tous les points de fit horizontaux sont sur la ligne d'horizon, du coup, juste la coordonnée X nous suffit pour localiser les points de fit sur la ligne d'horizon. Et du coup, pour nous, nous essayons de détecter, ou plutôt d'estimer ces trois paramètres, c'est-à-dire le slope, l'offset et la coordonnée X des points de fit. Nous avons proposé deux types de stratégies. La première stratégie dite directe, où on vise à inférer directement le slope, l'offset et les coordonnées X de la ligne d'horizon. Et la deuxième stratégie dite en cascade, où on vise à estimer les trois paramètres, mais séquentiellement, tout en intégrant des contraintes géométriques pour l'estimation des paramètres, puisqu'on a l'information que les points de fit sont sur la ligne d'horizon, et du coup, nous voulons utiliser cette contrainte durant l'entraînement et du test. Par exemple, ici, c'est deux figures pour la partie entraînement et test. L'idée pour nous, c'était de voir ce problème comme problème de classification. Du coup, ce qu'on a fait, c'était de diviser le domaine de chaque des trois paramètres, le slope, l'offset et, les points de fuite, de les diviser en 500 cases. Pour le domaine de slope, c'est entre moins pi sur 2 et pi sur 2. C'est une division directe, uniforme pour ce domaine-là. Mais pour les points de fuite et l'offset, parce qu'on utilise, c'est un domaine, c'est entre moins l'infini et plus l'infini. Et du coup, on passe par une étape intermédiaire, c'est utilisant une fonction arctangente pour passer d'un monde infini à un monde fini. Du coup, ça reste aussi entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et finalement, on utilise une simple classification. Chaque case correspond à une valeur dans le domaine. On fait le passage inverse pour avoir la valeur finale. Ce qui était étonnant pour nous, c'est qu'on a commencé par entraîner le modèle juste avec un seul point de fit, comme vous pouvez voir l'histogramme ici à gauche. Mais finalement, on peut détecter dans la phase de test plusieurs pics correspondant à plusieurs points de fuite. Par exemple, dans cette image-là, on a deux pics qui correspondent à chacune des façades du bâtiment. On peut le voir, on peut visualiser clairement dans l'histogramme de sortie. Pour l'architecture qu'on a utilisée pour la méthode Diag, c'est un AlexNet qu'on a modifié. La partie convolutive, on n'a pas touché cette partie-là, c'était juste les parties fully connected. On a remplacé par 3 disjoints couches fully connected. Chaque branche va estimer un seul paramètre. Et ici, en sortie, on peut les voir, les 3 histogrammes. Chaque histogramme correspond à la sortie de chaque paramètre. Pour les deux premiers, le slope et l'offset, on prend précisément directement la valeur avec le score, le maximum score. Mais pour l'histogramme, parce qu'on a un nombre inconnu de pics, on a utilisé une méthode dite a contrario qui nous permet de détecter les modes significatifs dans un histogramme qui correspond à chaque pic va correspondre à un point dans la ligne d'horizon. Et voici un exemple de notre méthode Diact. En bleu, c'est la ligne la ligne d'horizon et les points de fit sont les valeurs ground truth. Et en orange, ce sont les sorties ou les prédictions de notre modèle. Ici, on peut visualiser déjà 2 points de fit correspondant à les 2 façades du bâtiment. La première remarque, c'était plus on est à l'intérieur de l'image, plus on a plus d'informations pour détecter les points de fuite. Du coup, là, on a l'erreur comparant aux points qui sont détectés à l'extérieur de l'image et il y a une différence entre les deux. Mais en général, ça marche bien pour nous. Deuxième chose, c'est le passage à une approche qu'on dit rotated. L'idée derrière cette approche-là, parce qu'on a remarqué que l'offset est plus juste pour nous si la ligne d'horizon est horizontale dans le plan image. Du coup, l'idée, c'était de diviser l'approche Diact en 3 petits modèles, 3 petits CNN. On commence par détecter ou prédire le slope de la ligne d'horizon, puis on applique une rotation sur l'image pour que la ligne d'horizon soit horizontale dans le plan image. Et puis, avec cette nouvelle image qui est pivotée, on l'envoie aux 2 CNN indépendants. Chaque CNN va prédire un paramètre, l'offset, et le deuxième, c'est la distribution de points de fuite. Et finalement, la dernière approche qu'on a proposée, c'était l'approche full. On a vu que puisque les points de fuite ils sont sur la ligne d'horizon, on voulait introduire l'offset comme une contrainte géométrique sur les points de fuite. La première idée qu'on a proposée, c'était ce modèle-là, où on ajoute l'offset en tant que caractéristique, on l'ajoute à la sortie des couches convolutives et avant de l'envoyer aux couches fully connected. Et du coup, ça, on va l'ajouter, on va caractériser déjà extraite par les couches convolutives. Et finalement, on calcule les points de fuite. Du coup, là, c'était le seul changement que vous pouvez voir ici dans le schéma général,
on a la sortie de l'offset qui est intégrée dans le nouveau modèle pour calculer les points de fuite. Et finalement, en balayant la base de données, on a trouvé des limitations pour notre modèle, surtout pour ce type d'image où on a des branches d'arbres qui prennent une grande partie de l'image. On voit pour nous que c'est notre modèle, même s'il ne se base pas explicitement sur la détection des segments, mais l'histogramme de sortie pour les points de fuite est assez bruité. Et c'est un problème où que aussi les méthodes classiques qui se basent sur la détection de segments, parce que les branches d'arbres, ce sont des segments qui sont détectés, mais ne correspondent pas à un vrai point de fuite. Par exemple, le centre de l'arbre, ce n'est pas un vrai point de fuite. Pour résoudre ce problème, on a dit d'ajouter les normal maps ou les cartes normales comme une caractéristique supplémentaire pour imposer au modèle de détecter juste les points de fuite qui sont structurels à base de bâtiments. Et la base de données qu'on utilise, qui s'appelle Holicity, nous donne accès non seulement aux points de fuite, mais aussi aux cartes normales associées à chaque image. Un des inconvénients de cette base de données, c'est que les cartes normales sont basées des modèles CO3D, et du coup, c'est juste les bâtiments qui sont présentés dans la carte normale. Du coup, on ne peut pas voir les voitures, camions et aussi les arbres. Maintenant, je passe aux métriques que j'ai utilisées pour évaluer nos méthodes. La première métrique, c'est l'erreur de détection de la ligne d'horizon. On calcule la distance euclidienne entre la ligne d'horizon prédite et la ligne d'horizon ground truth à l'intérieur du cadre de l'image. Et puis, on va calculer le pourcentage d'erreurs par image dans toute la base de données de test. Et finalement, nous pouvons plotter une courbe. Et les performances sont l'air sous la courbe entre la partie 0,025 et 0,01. Et finalement, on fait de la même manière pour l'erreur de détection des points de fuite. Pour chaque point de fuite prédit, on calcule l'erreur, c'est l'angle entre les points de fuite prédits et les points de fuite ground truth. Et de la même façon, nous calculons le pourcentage des erreurs qui sont inférieures à un threshold qui est défini. Et en variant le threshold, par exemple ici entre 0 et 20 degrés, nous pouvons plotter on plotte un peu une courbe. Et les performances, c'est l'air sous la courbe. Dans ce tableau-là, je présente une évaluation de nos méthodes. On a 3 méthodes directes, rotated et full. Et on a 3 métriques. La première, l'AUC, c'est l'erreur sur la ligne d'horizon. Et angle accuracy pour le point de fuite dominant. Et angle accuracy pour multiples points de fuite. Nous pouvons remarquer que pour la méthode full, on dépasse sous les autres méthodes quand on a intégré on peut intégrer des contraintes géométriques sur notre modèle. Nous atteignons un AUC de 87% en utilisant full par rapport à direct qui était 86%. Et de la même manière, nous avons une amélioration relative de 3% de la détection des points de fuite dominants et de 8% pour la détection de multiples points de fuite. Et ici, c'est un exemple pour les deux méthodes. Pour la première méthode, c'est la méthode directe et full en dernier. On peut remarquer qu'en passant à la méthode full, la détection de la ligne d'horizon est plus précise et de la même façon, la détection du point de fuite est aussi plus précise. Dans ce cas-là, on a juste un seul point de fuite on peut le visualiser assez simplement. Et maintenant, c'est quand on a ajouté les normal maps. Dans ce tableau-là, on a fait 3 choses. La première, c'est sans normal map. Puis on a ajouté les ground truth normal map et finalement les predicted normal map. La différence, c'est qu'on a dit que, OK, pour cette base de données Holicity, on a accès aux normal map. Mais dans le cas réel, pour certains scènes, on n'a pas les normal maps. Du coup, l'idée, c'est qu'on a entraîné un UNet pour prédire les normal maps pour chaque scène et finalement tester les 3 méthodes. On a vu qu'en utilisant une carte normale ground truth, nous avons amélioré considérablement les performances. Et même avec un predicted normal map, on a les performances qui dépassent notre meilleure méthode. Et du coup, ça nous donne une idée que si on travaille aussi sur améliorer la précision de notre UNet, on peut atteindre les résultats qu'on a avec le ground truth normal map. Et ici, un résultat final. La même image que je vous montrais au début, ici c'est l'histogramme de la sortie avant d'utiliser le normal map. Et ici l'histogramme après l'utilisation du normal map. On peut voir que l'histogramme est plus net et elle est moins bruité. On peut voir directement les 2 pics. Juste comme info, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on a pris la normal map, on l'a fait en concaténation selon l'axe Z avec l'image d'entrée. Du coup, on a la taille d'entrée maintenant, ce sera W fois H fois 6. Et on a réentraîné le modèle et retesté. Du coup, on a 2 modèles de la même stratégie directe, mais avec 2 entrées différentes. Et en conclusion,
J'ai présenté différentes stratégies pour estimer les paramètres de la ligne d'horizon et des points de fuite. Horizontaux en utilisant des méthodes d'apprentissage profond. On a vu qu'en imposant des contraintes géométriques sur notre modèle CNN, on peut améliorer les performances globales. Et finalement, on a montré l'importance d'utiliser des cartes normales comme des caractéristiques supplémentaires pour aider la détection des points de fuite. Et comme notre prochain travaux, ça sera la détection d'alignement d'objets, l'alignement de fenêtres, de voitures dans des scènes urbaines, pour qu'on aide si on a par exemple dans une rue, toutes les voitures qui sont alignées, ils vont converger vers un seul point de fuite. Et du coup, on veut dire que si on passe à un haut niveau plus que les lignes, est-ce que va nous aider à améliorer la détection ou pas? Et merci pour votre attention. Merci. Alors, des questions, s'il vous plaît? Merci. Merci pour ta présentation, très intéressante. Et du coup, tu as un peu éveillé la curiosité à la fin, parce que tu montres que si on utilise les cartes normales de vérité terrain, on peut vraiment améliorer, surtout dans ton tableau, là, ouais. On peut vraiment améliorer les résultats. Et que toi, avec celle qui est prédite, tu n'arrives pas à atteindre ce niveau de performance. Et tu dis, le but maintenant, ça va essayer d'arriver. Alors, est-ce que tu as des pistes ou est-ce que ça correspond à la fin, tu as dit tes travaux? On a trouvé des limitations avec cette base de données parce qu'elle est basée sur les modèles 3D. Et du coup, parfois, on a un bâtiment qui est derrière une arbre et il est détecté dans la carte normale ground truth, mais on ne peut pas le voir dans l'image. Du coup, pour le moment, on pense à trouver d'autres bases de données qu'on peut lancer notre modèle qui est le UNet, ou même trouver un modèle qui est bien meilleur pour détecter les cartes normales. Parce que pour nous, c'est comme si le ground truth normal, c'est le but qu'on peut atteindre. Oui, et du coup, on voit déjà que si on améliore la précision, alors on peut arriver à ces nombres-là. Donc, ton idée pour améliorer la précision, c'est d'utiliser des bases de données Oui, parce qu'on a vraiment trouvé des limitations avec cette base de données. La première, c'était le nombre des points de fuite, parce que c'est une base de données où ils ont labellisé à la main. Du coup, le nombre des points de fuite dans cette base est limité à 2. Du coup, nous, si on veut passer à vraiment multiples points de fuite, c'est des 3 ou 4, on a besoin d'une autre base de données. La deuxième chose, c'était ça, l'origine des cartes normales, c'est des modèles 3D. Du coup, parfois, on ne le voit pas, tu as plein d'arbres, et finalement, il détecte un bâtiment derrière les arbres. Mais pour nous, si on lance un modèle, il te dit qu'il n'y a rien derrière les arbres parce qu'on ne peut pas le visualiser directement sur l'image. Et du coup, c'était ça une limitation. Non, moi, la question, c'était plutôt que c'est une idée d'utiliser les cartes de normale, mais comment, je ne vois pas trop comment on fait le recalage dans l'image avec la carte des normales issue du modèle 3D. Ouais. L'idée, c'était justement ici. Ouais. On a étudié 3 types de fusions. On a commencé par la première, c'était Early Fusion. Du coup, dès le début, on a une carte normale, on a une image de la même taille. Et c'est une carte normale, du coup, on passe à une carte de RGB. On le représente comme une image RGB. Et du coup, on fait une concaténation selon l'axe Z de l'image avec sa carte normale. Du coup, finalement, l'entrée, ça sera, par exemple, pour nous, ça sera 224 x 224 x 6. À ce moment-là, le modèle est entraîné sur toute cette entrée-là. Je veux dire, comment faire le recalage au niveau le recalage entre l'image et la carte des normales. Comment il est fait là? C'est-à-dire comment on estime, par exemple, pour avoir cette carte normale donnée, non, parce... avoir une idée de la pose de la caméra. Elle est donnée par la base de données. Oui, c'est la base. Pour la base de données, il est bien labellisé. On a les points de fuite, on a les segmentations et puis on a les cartes normales. Ouais. Du coup, la seule chose qu'on fait pour les cartes normales, nous, c'est quand on applique la data augmentation. Du coup, par exemple, si on applique une rotation, on va l'appliquer aussi sur les valeurs de la carte normale. D'autres questions? Et du coup, sur la position des points de fuite, c'est pas du tout limité. Tu peux avoir des points de fuite qui sont à l'infini. Ouais. En général, parce que les points de fuite horizontaux, ça se prend théoriquement parlant, chaque 2 lignes parallèles en mode 3D et se croisent dans un point de fuite en mode 2D. Et du coup, pour nous, comme on était limité par la base de données, du coup, on a juste pour le moment 2 points de fuite. Bon, si j'ai le temps, ouais, c'est là. Ouais, on vient de soumettre un article hier à ICRA où on a amélioré notre méthode pour détecter plusieurs points de fuite.
L'idée, c'était, OK, on est limité par la base de données, qu'on détecte juste 2 points de fuite, mais on peut faire une méthode qu'on s'appelle méthode de crop. On divise l'image en 3 parties, gauche, milieu, droite, avec un forme de 50%. Et pour chaque crop, on détecte les points de fuite. Et finalement, on fusionne tout à l'aide d'un caractère qu'on appelle le NFA. C'est un cas donné par l'histogramme, parce que finalement, quand on calcule les pics de l'histogramme, on a une confidence associée à chaque pic. Et du coup, même si on a des points doublants, comme vous pouvez voir dans l'image au début, on a par exemple le bleu avec le violet, c'est le même point, mais avec les valeurs, c'est 2,91 et l'autre, c'est 0,52. Du coup, on va prendre avec le max. Finalement, en faisant ça, on peut détecter 4 points de fuite. Bon, je ne sais pas si ça marche. Bon, on a 4 points de fuite. Chaque point de fuite est associé à une façade des bâtiments. Et du coup, finalement, avec cette méthode-là, on a pu dépasser les limites qui étaient imposées par la base de données. Et finalement, on peut détecter plusieurs points de fuite dans l'image. Ouais. On remercie encore Abdelkarim pour cette exposé. Avec un peu de retard, le café nous attend. Ouais.